Chapitre 1. La mise en place, c'est le capitaine Arthur Hastings qui remarqua plus tard, mais seulement à lui-même, et avec le recul que le premier signe de tragédie ne résidait pas dans une quelconque discorde manifeste, mais dans la perfection de la scène. Uttry Grange, dressé à l'écart sur une douce colline de la campagne du Sussex, semblait en cet après-midi de septembre l'incarnation même de l'ordre et de la prospérité anglais. L'allée de gravier serpentait avec une retenue élégante vers la demeure, ni ostentatoire ni modeste, mais empreinte d'assurance dans sa dignité de briques rouges et ses fenêtres peintes en blanc. Les pelouses étaient tondues avec une précision militaire, les haies d'ifs sans doute à l'origine du nom de la maison étaient taillées en forme massive et vigilante. Quels des sentinelles gardant de vieux secrets. Hastings, arrivé plus tôt dans la journée en compagnie de son cher ami Hercule Poirot, hésita un instant avant d'entrer. L'air était imprégné du parfum des roses tardives et de l'herbe fraîchement coupée. Au loin, une horloge sonna 4 fois, d'un rythme mesuré. Poirot, toujours aussi impeccable dans son costume gris tourterelle, ajusta ses poignets avec un soin méticuleux. « Ah, Hastings » dit-il doucement, ses moustaches esquissant un léger frémissement de satisfaction. « Observez, on voit déjà que rien ici n'est dû au hasard. Ordre, symétrie, discipline. C'est dans de tels lieux que le désordre, lorsqu'il survient, est le plus révélateur. » J'ai ri, un peu gêné. « Vous ne vous attendez tout de même pas à des ennuis, Poirot ? Nous avons été invités pour 15 jours de repos. Rien de plus. » Sir Lionel a été très clair. Le regard de Poirot, sombre et perçant, se porta sur la porte d'entrée. « Mon ami, lorsqu'un homme insiste sur la tranquillité, c'est souvent parce qu'il craint de ne pas la retrouver. Sir Lionel Ashcombe, notre hôte, avait fait fortune après la Première Guerre mondiale grâce aux contrats maritimes et aux investissements coloniaux. C'était un homme à l'allure imposante. Grand, large d'épaules, les cheveux gris fer et une voix qui laissait deviner qu'on ne l'avait jamais contredit sans conséquence. Son invitation à Poirot était formulée comme une invitation à passer des vacances, mais à mon sens, elle portait l'indubitable convocation. Nous fûmes accueillis par une femme de chambre qui nous conduisit au salon, où le reste des invités étaient déjà réunis. C'est là que se dévoila pour la première fois les protagonistes de ce drame discret. Lady Margaret Ashcombe, l'épouse de Sir Lionel, était assise près de la fenêtre, les doigts crispés sur ses genoux. C'était une belle femme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs sévèrement plaqués en arrière, qui encadraient un visage pâle et pensif. Elle dégageait une sérénité si soigneusement entretenue qu'elle frôlait la fragilité. En face d'elle était affalé Gérald Ashcombe, le neveu de Sir Lionel, un jeune homme d'une 30aine d'années, impeccablement vêtu, au sourire facile et au regard constamment scrutant la pièce. On sentait instinctivement que Gérald observait les autres non par curiosité, mais par calcul. Près de la cheminée se tenait Madame Eleanor Van, la secrétaire particulière de Sir Lionel. Messe efficace et vêtue simplement, elle tenait encore un carnet à la main, comme prête à noter la moindre instruction. Son expression était attentive mais réservée, ne laissant rien transparaître de ses pensées. Le groupe était complété par le docteur Hugh Lambert, ami de la famille et conseiller médical, dont l'affabilité et le teint rougeau lui donnaient l'air d'une santé de fer. Il nous salua chaleureusement, en particulier Poirot, qu'il considérait avec une fascination manifeste. « Un honneur, monsieur Poirot, dit-il. J'ai bien sûr lu vos exploits. Ces petites cellules grises sont remarquables. » Poirot inclina modestement la tête. « Ils me rendent bien service, monsieur. Mais dites-moi, sont-ils vraiment nécessaires ici ?» À Uttry Grange, un léger silence suivit. Ce fut Sir Lionel lui-même qui répondit, venant d'entrer dans la pièce. « J'espère que non, » dit-il fermement. « Je suis convaincu que cette visite se déroulera sans incident. Nous vivons dans une famille paisible. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire trop emphatique, trop appris par cœur qui m'a mis mal à l'aise. On servit le thé et la conversation se déroula poliment, abordant la météo, l'état des routes et les plaisirs de la vie à la campagne. Pourtant, sous cette apparente tranquillité coulait une tension sous-jacente, subtile mais indéniable. Des regards s'échangeaient puis s'éloignaient aussitôt, des sourires apparaissaient et disparaissaient avec une rapidité surprenante. Poirot parlait peu, mais j'ai remarqué comment son regard se déplaçait sans cesse des mains au visage, de la posture à l'expression absorbant chaque détail avec une intensité tranquille. Plus tard, alors qu'on nous conduisait à nos chambres, j'ai osé faire une remarque. « Vous semblez exceptionnellement alerte, Poirot. Vous ne vous doutez tout de même pas ?» « Mon cher Hastings, » l'interrompit-il doucement. « On ne soupçonne pas sans raison, mais on observe toujours. Et ici, il y a beaucoup à observer. Ma chambre donnait sur le jardin arrière. En défaisant mes valises, je repensais à l'atmosphère particulière qui régnait dans la maison. Personne n'avait été ouvertement impoli ou hostile,
mais on sentait une certaine retenue, comme si chacun craignait d'en dire trop. Le dîner de ce soir-là était un événement formel. Sir Lionel, assis en bout de table, découpait le rôti d'un geste assuré. Les conversations étaient guindées, ponctuées par le cliquetis des couverts et le léger bruissement du linge de table. À un moment donné, Gérald fit une remarque concernant des affaires, une allusion désinvolte à certains papiers qui avaient récemment disparu. La main de Sir Lionel se figea en plein mouvement. « Nous n'en discuterons pas maintenant », a-t-il déclaré sèchement. Gerald Hauser laisse Sourcells. « Comme vous le souhaitez, oncle !» Poirot, assis à côté de moi, sirotait son vin d'un air pensif. « Des papiers perdus, hein ?» murmura-t-il. « Quelle négligence ! Ou peut-être, quel acte délibéré !» Je lui ai jeté un coup d'œil, surprise. « Tu crois que... » Chu Hastings, il est trop tôt pour réfléchir. Nous devons d'abord voir. Après le dîner, les invités se dispersèrent. Lady Margaret se retira tôt, prétextant un mal de tête. Miss Van regagna sa chambre avec une liasse de documents. Le docteur Lambert proposa une partie de billard, que Gérald accepta avec empressement. Sir Lionel disparut dans son bureau, claquant la porte avec une insistance qui ne laissait place à aucune interruption. Poirot et moi nous sommes attardés dans le salon. Cette maison, dit lentement Poirot, est comme une horloge Hastings. Chaque personne est un rouage, remplissant sa fonction à l'heure prévue. Mais si un seul rouage déraille, alors tout le mécanisme est en péril. Vous parlez comme si la catastrophe était inévitable. Poirot sourit tristement. Pas inévitable, mais possible. Et quand une catastrophe est possible, il est prudent d'être préparé. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, bercé par le ululement lointain d'une chouette, je ne pouvais me défaire de l'impression que Uttry Grange retenait son souffle. Les murs semblaient murmurer des angoisses inexprimées. Les couloirs résonnaient de pas qui portaient une signification bien plus profonde que de simples mouvements. Quelque part dans la maison, un secret attendait son heure. Et dans les jours à venir, cela exigerait un prix terrible. Le matin se leva avec une gaieté trompeuse. La lumière du soleil inondait Uttry Grange par les hautes fenêtres, caressant le bois poli de l'escalier et faisant scintiller les gravures de chasse encadrées qui ornaient les murs. Pour un œil non averti, la maison semblait rafraîchie, comme renaissante après une nuit paisible. Pourtant, pour qui était habitué aux subtilités de l'atmosphère comme l'était assurément Hercule Poirot, une légère mais indéniable dissonance y régnait. Le capitaine Hastings, qui descendait prendre son petit déjeuner, fut le premier à le sentir. Un silence inhabituel régnait. Non pas le calme reposant d'un matin à la campagne, mais une atmosphère plus tendue, oppressante, comme une respiration retenue qui se prolonge. Les domestiques se déplaçaient avec une précaution calculée, la voix feutrée, les yeux fuyants. La femme de chambre qui lui servait le thé avait les mains tremblantes. Poirot arriva quelques instants plus tard, impeccablement soigné, le visage impassible. Il salua Hastings d'un ton enjoué, mais son regard parcourut la pièce, notant qui était présent et qui ne l'était pas. La chaise de Sir Lionel, en bas de table, restate ostensiblement vidi. Peut-être qu'il fait la grasse matinée, hasarda Hastings, tentant d'essuffer de la légèreté. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il beurra ses toasts avec une précision méthodique. D'après mon expérience, Hastings dit enfin, les hommes qui dirigent leur maison comme Sir Lionel le fait ne dorment pas tard sans raison. Lady Margaret entra peu après. Elle était plus pâle que la veille, ses yeux cernés, ses mouvements légèrement raides, comme si elle portait un poids invisible. « Mon mari a-t-il descendu ?» demanda-t-elle, la voix soigneusement maîtrisée. Le majordome, immobile près du buffet, s'éclaircit la gorge. « Non, madame, Sir Lionel n'a pas sonné. » Un éclair si bref qu'on aurait pu l'imaginer traversa le visage de Lady Margaret. « Je vais aller voir comment il va, » dit-elle en se levant aussitôt. Poirot s'y leva. « Permettez-moi de vous accompagner, madame. » Elle hésita, puis inclina la tête. Ils quittèrent la pièce ensemble, Hastings les suivant discrètement à distance. Ils montèrent l'escalier principal et se dirigèrent vers l'aile, où se trouvaient le bureau et la chambre de Sir Lionel. En marchant, Hastings remarqua que la main de Lady Margaret effleurait la rampe à plusieurs reprises, comme pour se stabiliser. Ils arrivèrent devant la porte de la chambre de Sir Lionel. Elle était fermée. Lady Margaret frappa. Pas de réponse. Elle a essayé la poignée. La porte était verrouillée. Un souffle brusque s'échappa de ses lèvres. « Monsieur Lionel » appela-t-elle. « Lionel, s'il vous plaît, ouvrez la porte. » Silence. Poirot y s'avança. Il s'agenouilla et examina la serrure et le cadre qui l'entourait d'un œil rapide et exercé. « La clé » murmura-t-il.
Elle n'est pas ici. Cassez-le, murmura soudain Lady Margaret, perdant son sang-froid. Je vous en prie. Le majordome aussitôt appelé apporta un lourd tisonnier. D'un coup décisif, la serrure céda. La porte s'ouvrit vers l'intérieur. Pendleton instant, person ni parla. Seul Lionel Ashcombe était allongé sur le lit, tout habillé. Ses yeux étaient clos, son expression étrangement paisible. À première vue, il semblait simplement endormi. Hastings vit alors la couleur de son visage. C'était un gris maladif, légèrement teinté de bleu. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes et une fine ligne d'écume avait séché au coin de sa bouche. Lady Margaret laissa échapper un cri étouffé et s'affaissa sur la chaise la plus proche. Poirot traversa la pièce en silence. Il ne toucha pas le corps immédiatement. Au contraire, il scruta les alentours avec une attention minutieuse. Le lit était impeccablement fait, hormis un léger dépliage à l'endroit où reposait Sir Lionel. Les rideaux étaient entr'ouverts. Sur la table de chevet se trouvait un verre, vide à l'exception d'un léger dépôt trouble au fond. À côté, un petit carnet relié cuir et un stylo plume. Poirot prit le verre et le huma délicatement. « Docteur Lambert » dit-il doucement, tandis que des pas se précipitaient vers la porte. « Je pense que vous devriez examiner ceci. » Le docteur Hugh Lambert se fraya un chemin parmi les domestiques, son expression affable faisant place à une gravité professionnelle. Il examina attentivement Sir Lionel, soulevant une paupière et exerçant une légère pression sur sa gorge. « Il est mort, dit-il enfin. Depuis plusieurs heures, je dirais, probablement pendant la nuit. La cause ? Demande Poirot. Lambert désigna le verre du doigt. Du poison, je parierais, quelque chose à action rapide, peut être du cyanure, mais il faudrait une analyse approfondie pour en être sûr. Lady Margaret se couvrit le visage de ses mains. Poirot C. Tonovers Hastings. Mon ami, auriez-vous l'amabilité de demander à ce que personne ne quitte la maison ? Hastings déglutit. Bien sûr. En quelques minutes, toute la maisonnée était réunie au salon. Gérald Ashcombe, nonchalant près de la cheminée, affichait une tension palpable, loin de son aisance habituelle. Mademoiselle Eleanor Van, raide comme un piquet, était assise au bord d'une chaise, son carnet serré contre sa poitrine. Le docteur Lambert, à l'écart, les bras croisés, le front plissé par la réflexion, se tenait là. Poirot s'adressa à eux calmement. « C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Sir Lionel Ashcombe. Les circonstances laissent penser qu'il n'est pas mort de cause naturelle. » Un murmure parcourut la pièce. Gerald C. Redresser Bruskment. « Vous voulez dire un meurtre ?» Poirot inclina la tête. « C'est une possibilité que nous devons envisager. » Le visage de Madame Van se décomposa. « Mais... c'est impossible. Sir Lionel était en excellente santé. Une excellente santé n'exclut pas le risque d'empoisonnement. » Mademoiselle. Lady Margaret prit enfin la parole, d'une voix à peine audible. « Qui ferait une chose pareille ?» Le regard de Poirot parcourut la pièce. « C'est précisément ce que nous devons déterminer. » La police locale fut immédiatement appelée. L'inspecteur James Caldwell arriva dans l'heure qui suivit, un homme robuste, au franc-parler et qui vouait un profond respect à la réputation de Poirot. La chambre a été examinée minutieusement. Aucun signe d'effraction n'a été constaté, hormis la serrure cassée. La fenêtre était verrouillée de l'intérieur. La clé de la porte a été retrouvée plus tard dans la matinée dans la poche du peignoir de Sir Lionel, qui était resté suspendu intact dans la salle de baise attenante. « Chambre fermée à clé », murmura Caldwell. « Toujours une nuisance », Poirot esquissa un sourire. « Au contraire, inspecteur, ils sont extrêmement instructifs. » L'attention se porta bientôt sur le verre. Le docteur Lambert confirma les soupçons de Poirot. Des traces de cyanure étaient présentes. « Comment a-t-il réagi ?» demanda Caldwell. Poirot désigna la table de chevet. « Dans un verre, très probablement. Pris volontairement. »« Volontairement » s'exclama Gérald. « Vous suggérez un suicide ?» Poirot leva la main. « Je ne suggère rien pour l'instant. J'observe. » Mademoiselle Van prit la parole, d'une voix assurée malgré sa pâleur. Sir Lionel prenait un verre d'eau au lit tous les soirs. Il se plaignait d'avoir la gorge sèche. Poirot acquiesça. « Et qui l'a préparé ?» La question restait en suspense. « Oui, dit Lady Margaret d'une voix calme. » Comme toujours, un silence pesant s'ensuivit. L'inspecteur Caldwell fronça les sourcils. « Alors peut-être pouvez-vous expliquer ?» Poirot intervint avec tact. « Madame, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel concernant l'eau ?» Lady Margaret secoua la tête. « Non, le vin provenait de la carafe habituelle de la salle à manger. »« Ah !» murmura Poirot. « La salle à manger ?» Gérald se remua, mal à l'aise.
C'est absurde. N'importe qui aurait pu y toucher. Exactement, dit Poirot. N'importe qui. Au fil de la matinée, d'autres détails ont émergé. Sir Lionel s'était retiré dans son bureau après le dîner, où il était resté jusqu'à près de 11 heures. Madame Van a confirmé lui avoir remis des documents à 10h30. Gérald a affirmé avoir joué au billard avec le docteur Lambert jusqu'à minuit. Lady Margaret a déclaré s'être couchée peu après 11 heures, laissant son mari encore éveillé. Chaque alibi était impeccable, plausible et étrangement bien rangé. C'est Madame Van qui a fourni le détail qui allait s'avérer crucial par la suite. Sir Lionel était anxieux hier, dit-elle avec hésitation. Il a mentionné des lettres. Quelles lettres demanda Poirot doucement. Elle hésita. Il n'a rien dit. Il a seulement dit qu'ils étaient d'une grande importance et que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait les retrouver. Trouver où demanda Hastings. Dans une valise, répondit Madame Van. Une vieille valise qu'il gardait enfermée au grenier. L'inspecteur Caldwell échangea un regard avec Poirot. On a fouillé le grenier, a-t-il déclaré peu après. La valise est là, mais elle est vide. Les yeux de Poirot brillaient. Vide répéta-t-il doucement. Non, inspecteur, une valise vide n'est jamais vide. Elle est pleine de sens. La maison qui avait paru si ordonnée la veille était désormais plongée dans un climat de suspicion. Chaque regard était suspect, chaque silence en disait long. Sir Lionel Ashcombe était mort. Et quelque part au sein de Hutrey Grange, la vérité demeurait cachée, comme des lettres retirées d'une valise, laissant derrière elle un vide qui exigeait une explication. Chapitre 3. L'arrivée du détective bien qu'Hercule Poirot ait dormi sous le toit de Hutrey Grange la nuit de la mort de Sir Lionel Ashcombe. Ce n'est que le lendemain matin, après la découverte du corps, qu'il réalisa véritablement la vérité. Arrivé en tant que détective. Jusqu'alors, les événements s'étaient déroulés dans la confusion feutrée qui suit toute mort subite parmi les privilégiés. Des consultations à voix basse dans les coins, des domestiques aux yeux effrayés, le bruit lent des bottes officielles sur les parquets cirés. L'inspecteur Caldwell et ses hommes avaient pris les choses en main avec un sérieux efficace, bouclant l'aile, postant un agent au pied de l'escalier et entamant leur procédure méthodique. Poirot, cependant, était resté discrètement en retrait, observant, écoutant, laissant retomber les émotions. Ce n'est que lorsque le choc initial eut fait place à un calme fragile et vigilant qu'il s'avança, sa présence devenant soudain indéniable. Le capitaine Hastings remarqua immédiatement le changement. Ils étaient assis dans le salon du matin, une pièce plus petite et plus lumineuse donnant sur la roseraie. Poirot venait de terminer sa deuxième tasse de chocolat chaud. Il la posa avec une précaution délibérée, l'aligna précisément sur sa soucoupe et croisa les mains. « Maintenant, dit-il d'un ton calme, nous commençons. » Hastings se redressa instinctivement. « Commencez quoi, Poirot ?»« L'accord, répondit Poirot. L'inspecteur Caldwell s'occupera des faits. Mesure, durée, substance. Je m'occuperai des personnes. » Comme appelé par ces mots, l'inspecteur Caldwell entra dans la pièce. Il ôta son chapeau et hocha brièvement la tête. « Monsieur Poirot, j'espérais que nous pourrions avoir un petit échange. »« Bien sûr, inspecteur. » Poirot désigna une chaise. « Vous me permettez également d'être accompagné de mon ami le capitaine Hastings. Il a une excellente mémoire des détails. » Caldwell haussa les épaules. « Comme vous voulez. » L'inspecteur posa un carnet sur ses genoux. Le médecin légiste arrivera cet après-midi. En attendant, j'aimerais avoir votre avis. Pièce fermée à clé, poison dans une boisson, aucune trace de lutte. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un suicide. Les moustaches de Poirot se hérissèrent légèrement. En surface, oui, mais je ne nage pas à la surface, inspecteur. Je plonge. Caldwell renifla. Tu as déjà quelque chose en tête ? J'ai plusieurs choses en tête. Premièrement, Sir Lionel Ashcombe était un homme qui maîtrisait son environnement avec soin. Il fermait sa porte à clé la nuit. Il mettait les documents importants en sécurité. Ce n'était pas, si je puis dire, un homme sujet au désespoir impulsif. Vous ne le connaissiez pas, objecta Caldwell. Non, acquiesça Poirot sereinement, mais je l'ai observé. Même brièvement, cela peut suffire. Caldwell fronça les sourcils. Et le mobile ? Le poison ne s'administre pas tout seul. Considérons. Sir Lionel craignait quelque chose. Cette crainte était liée à des lettres suffisamment importantes pour qu'il en parle, mais suffisamment vagues pour qu'il n'en précise pas le contenu. La secrétaire les a mentionnées, a déclaré Caldwell. Et la valise ? Poirot esquissa un sourire. Oui, la valise vide. Cela vous paraît significatif ? Énormément. Pourquoi conserver des lettres dans un grenier, inspecteur ? Pourquoi pas dans un bureau, dans un coffre-fort ? Le grenier est un lieu de dissimulation,
pas de commodité. Il avait peut-être l'intention de les récupérer plus tard. Ou peut-être craignit-il qu'ils soient découverts. Caldwell referma son carnet. Vous pensez que les lettres ont été retirées avant le meurtre? Poirot secoua doucement la tête. Non, je pense qu'ils ont été enlevés, parce qu'est de cela. Avant que Caldwell ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un agent entra, suivi de Madame Ileana Van. Elle paraissait calme, mais ses yeux trahissaient son insomnie. « Inspecteur, dit-elle, vous avez demandé à me voir. »« Oui, » répondit Caldwell. « Cela ne prendra pas longtemps. » Poirot se leva aussitôt. « Mademoiselle Van, si vous me le permettez, j'aimerais également vous poser quelques questions. » Elle hésita, puis hocha la tête. Ils entrèrent dans la bibliothèque attenante, une pièce sombre tapissée de livres aux reliures noires, où flottait une légère odeur de cuir et de poussière. Poirot choisit un fauteuil près de la fenêtre, se plaçant de façon à ce que la lumière éclaire directement le visage de Madame Van. Elle l'a remarqué, Hastings en était sûr. « Mademoiselle, commença Poirot d'une voix douce, vous avez été la secrétaire de Sir Lionel pendant combien de temps? 5 ans, répondit-elle. Depuis peu après que sa femme soit tombée malade, il avait besoin d'aide. Et vous étiez digne de confiance? Oui, entièrement. Poirot inclina la tête. Alors peut-être pouvez-vous me dire, quelle était la nature de ces lettres? Les doigts de Madame Van se crispèrent sur son carnet. Je ne sais pas, monsieur. Sir Lionel ne m'a jamais permis de les voir. Mais vous connaissiez leur existence? Oui? Commentaire? Il m'a dicté un mot la semaine dernière, dit-elle lentement. Un mémorandum à sceller et à remettre en cas de décès. L'inspecteur Caldwell leva brusquement les yeux. Vous n'en avez pas parlé, on ne me l'a pas demandé, répondit froidement Madame Van. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, et où est ce mémorandum? Elle hésita. Dans ma chambre, dit-elle enfin. Dans ma trousse, Caldwell se leva. Je vais le faire aller chercher immédiatement. Non, dit Poirot d'une voix calme. Je préférerais que mademoiselle aille le chercher elle-même. Voyez-vous, inspecteur, la façon dont une personne manipule un objet peut être très révélatrice. Caldwell fronça les sourcils, mais fit un signe d'approbation. Mademoiselle Van revint quelques minutes plus tard. Elle portait une fine enveloppe, scellée à la cire rouge. Poirot la prit avec précaution et examina le sceau. Intact, murmura-t-il. Excellent. Il ne l'ouvrit pas immédiatement. Avant de lire ceci, dit-il, je vous pose une dernière question, mademoiselle. Hier soir, Sir Lionel a-t-il paru avoir peur? Elle soutint son regard. Oui? De quoi? Je sais pas, mais je m'ai demandé tout à coup si je croyais que les gens pouvaient un jour vraiment échapper à leur passé. Poirot hocha lentement la tête. Merci, ce n'est qu'alors qu'il brisa le sceau et déplia le papier. Il looked in silence. Hastings observa son expression changer non pas de façon spectaculaire, mais subtilement, comme si une nouvelle idée commençait à se former dans son esprit. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Caldwell. Poirot lui remit le billet. L'écriture de Sir Lionel était ferme et maîtrisée. Si ces lettres ont disparu, cela signifie que je suis mort et que la personne qui les craignait le plus est passée à l'acte. Ne vous fiez à personne dont le calme semble forcé. Caldwell expira Bryant. Ce n'est pas grand-chose sur quoi se baser. Poirot esquissa un sourire. Au contraire, cela nous dit tout. Plus tard dans la matinée, Poirot demanda que chaque membre de la maisonnée reste disponible pour des entretiens individuels. L'inspecteur accepta à contre-cœur. Il était clair que l'autorité discrète de Poirot commençait déjà à se faire sentir. Hastings l'accompagna d'abord jusqu'à la salle de billard, où Gérald Ashcombe se tenait, les mains dans les poches, le regard perdu par la fenêtre. « Mon cher Gérald, dit Poirot d'un ton aimable, cela ne vous dérange pas si nous parlons ?» Gérald sourit avec désinvolture. « Pas du tout. Je suppose que c'est inévitable. » Poirot l'observa. « Vous avez parlé hier de papier égaré. Que vouliez-vous dire ?» Gérald laissa échapper un petit rire. « Ah, ça. Des bêtises de gestion. Mon oncle égarait tout le temps ses affaires. Des lettres, peut-être ?» Le sourire de Gérald s'estompa légèrement. « Je ne saurais dire. » Poirot hocha la tête comme satisfait. « Et pourtant, vous êtes son héritier, n'est-ce pas ? En quelque sorte. Et les lettres, si elles avaient été découvertes, auraient-elles pu modifier cet arrangement ? » Le regard de Gérald se durcit. « Je crois que cela suffit, monsieur. » Poirot se leva avec aisance. « Comme vous le souhaitez, nous nous reparlerons. » Alors qu'il quittait la pièce, Hastings murmura. « Tu crois qu'il cache quelque chose ?» Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un sourire. « Ici, tout le monde cache quelque chose, Hastings. La question n'est pas... » À midi, une atmosphère tendue et anormale s'était installée dans la maison. Les domestiques chuchotaient. Les portes se fermaient doucement.
Chaque membre de la maisonnée semblait conscient d'être observé par des yeux invisibles. Poirot se tenait au pied de l'escalier, le regard levé vers le grenier. « Les lettres ont disparu, dit-il doucement, mais elles ont laissé leur ombre derrière elles. Et le meurtrier ? Demanda Hastings. Poirot adjuste soigneusement sa moustache. Il est tout prêt, mon ami, et il se sent en sécurité. Poirot sourit mince, sûr de lui et totalement impitoyable. L'erreur, ajouta-t-il doucement, est toujours la même. Il a sous-estimé les petites cellules grises. Chapitre 4. Les questions comment si Utrigrange avait été auparavant un lieu de contraintes pesantes. Il devenait après-midi une véritable maison des nerfs. L'arrivée du médecin légiste s'accompagna d'une sinistre formalité. Le corps de Sir Lionel Ashcombe fut examiné, son transfert autorisé, puis plus troublant encore emporté. Les domestiques observèrent en silence le passage du brancard dans le hall d'entrée, le pas régulier des porteurs résonnant comme un tambour d'accusation. Une fois la porte refermée derrière eux, la maison sembla se contracter, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Poirot choisit ce moment pour commencer sérieusement. « À présent, dit la Hastings alors qu'ils se tenaient côte à côte dans la bibliothèque, le sentimentalisme a disparu. Il ne reste que la vérité. » Il avait pris des dispositions avec l'inspecteur Caldwell pour que les interrogatoires se déroulent un par un, dans la même pièce et dans les mêmes conditions. Poirot y tenait absolument. Les gens, expliqua-t-il, se révèlent par contraste. Un homme qui dit la vérité se tient différemment d'un homme qui ment. La première à être convoquée fut Lady Margaret Ashcombe. Elle entra lentement dans la bibliothèque, ses mouvements précis, son expression composée, mais Hastings remarqua qu'elle évitait le fauteuil le plus proche du bureau, préférant une chaise à dossier droit près de la fenêtre. Poirot leva et s'inclina. « Madame, je vous remercie de votre patience. » Elle inclina la tête. « Je souhaite seulement que cette terrible affaire prenne fin. Comme nous tous, dit Poirot d'une voix douce. Mais avant cela, je dois vous poser quelques questions. » Elle croisa les mains. « Bien sûr. » Poirot s'assit en face d'elle, sa posture détendue, presque désinvolte. « Vous avez préparé l'eau de Sir Lionel hier soir, comme à votre habitude. »« Oui. À quelle heure ?»« Peu avant 11 heures. Il était dans son bureau. »« Et l'eau ? Où l'avez-vous puisée ?»« Du pichet dans la salle à manger. »« Quelqu'un d'autre vous accompagnait-il ?»« Non. » Poirot hocha la tête. « Vous êtes retourné dans votre chambre ensuite ? » ?»« Oui. »« Avez-vous revu votre mari ce soir-là ? » ?»« Non. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Madame, votre mari était un homme qui cachait beaucoup de secrets. S'est-il jamais confié à vous ? » Une ombre passa sur son visage. « Pas récemment. Et plus tôt ? » Elle hésita. « Plutôt oui, mais pas avant un certain temps. » Poirot l'observait attentivement. « Votre mariage était-il heureux ?» Ses yeux ont étincelé. « C'est une question impertinente. » Poirot baissa la tête. « Excusez-moi, mais dans mon métier, l'impertinence est parfois nécessaire. » Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. « Nous nous respections mutuellement. »« Du respect, » murmura Poirot. « Pas de l'affection ?» Son silence était une réponse suffisante. « Une dernière question, madame, » dit Poirot d'une voix douce. « Saviez-vous que des lettres avaient été écrites ?» Ses doigts se crispèrent. « Je savais qu'ils existaient, rien de plus. Et leur contenu ? Non. » Poirot s'y leva. « Merci. » Alors que Lady Margaret s'en allait, Hastings murmura « Elle cache quelque chose. » Poirot acquiesça. « Oui, mais le chagrin et la culpabilité sont cousins. Il faut faire la distinction entre les deux. » Le deuxième entretien s'est déroulé avec le docteur Hugh Lambert. Le médecin entra d'un pas vif, esquissant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'imagine que vous souhaitez des précisions médicales, » a-t-il dit. « Pas du tout, » répondit Poirot d'un ton aimable. « Je veux humain clarification. » Lambert cligna des yeux. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Vous avez assisté. Sir Lionel à titre professionnel. Oui, pour les réclamations mineures. Avez-vous déjà prescrit du cyanure ? Lambert se raidit. Bien sûr que non, c'est pas un remède de grand-mère. Poirot acquiesça. Et pourtant, du cyanure a été administré. Ce qui laisse supposer un accès, a rapidement déclaré Lambert. Produit chimique, laboratoire, Poirot leva la main. N'anticipons rien. Vous avez joué au billard avec M. Gérald Ashcombe hier soir. Oui, jusqu'à presque minuit. Quelqu'un peut-il confirmer l'heure ? Lambert hésita. Les domestiques nous ont vus tout à l'heure. Plutôt, ce n'est pas minuit, fit remarquer Poirot d'un ton neutre. Lambert fronça les sourcils. Vous insinuez ? Je ne suggère rien, répondit Poirot. Je me renseigne. Lambert se remua sur son siège. Écoutez, Poirot, si vous pensez que j'avais un mobile, Poirot se pencha en arrière. Étiez-vous au courant de l'existence de ces lettres ? L'expression de Lambert changea. Non, vous n'en avez jamais entendu parler ?
Non? Poirot l'observa. Vous êtes un homme de science, docteur. Vous accordez de l'importance aux preuves, mais vous êtes aussi un homme loyal. À qui va votre loyauté? Lambert serra les mâchoires. Avec la vérité, Poirot esquissa un sourire. Nous verrons bien. Le troisième entretien était avec Gérald Ashcombe. Gérald entra avec un air d'impatience contenue. Je suppose que c'est inévitable, a-t-il dit. Je ne vois cependant pas pourquoi je devrais être traité comme un suspect. Poirot lui fit signe de s'asseoir. Parce que monsieur, vous en êtes un. Gérald laissa échapper un rire sec. Fra! Au moins, vous êtes l'héritier de Sir Lionel. En partie. Et vous aviez tout à gagner de sa mort. Gérald plissa les yeux. Ma tante aussi. Poirot inclina la tête. En effet, vous avez parlé de papier égaré. Quel papier? Gérald haussa les épaules. Mon oncle a toujours été théâtral. Ces lettres étaient-elles dramatiques? Gérald se raidit. Je ne saurais pas. Poirot se pencha en avant. Monsieur, vous êtes un joueur. Le sourire de Gérald s'effaça. Qui t'a dit ça? Vous me l'avez dit, dit Poirot d'une voix douce. Avec vos mains, vos yeux, votre agitation. Gérald ne dit rien. Des dettes, peut-être? Gérald expira bruyamment. Vous n'avez aucune preuve, Poirot acquiesça. Pas encore. Le dernier entretien avant le déjeuner a eu lieu avec Madame Eleanor Vaughn. Elle entra silencieusement, refermant la porte derrière elle avec une précaution délibérée. Vous avez fait preuve d'un calme remarquable, observa Poirot. Le sang-froid fait partie de mon métier, a-t-elle répondu. Vous connaissiez bien Sir Lionel. Oui. Vous étiez au courant de ses lettres. Oui. Connaissiez-vous leur contenu? Elle hésita. Non, Poirot attendit. Et pourtant, dit-il doucement, vous avez tapé la note de service. Oui, et ce faisant, vous avez appris quelque chose de sa peur. Ses yeux ont brillé. Oui, Poirot acquiesça. La peur laisse des traces, mademoiselle, comme de l'encre sur du papier. Elle le regarda fixement. Si vous pensez que je l'ai tué, je pense, interrompit doucement Poirot, que vous en savez plus que vous ne l'avez dit. Après son départ, Hastings s'est affalé sur une chaise. C'est impossible, a-t-il déclaré. Tout le monde a un mobile. Tout le monde ment. Poirot sourit. Exactement. L'inspecteur Caldwell entra à ce moment-là, le visage grave. La valise du grenier, a-t-il dit. Nous l'avons examinée minutieusement. Et? Demanda Poirot. Vide, pas de double fond, pas de compartiment caché. Les yeux de Poirot brillèrent. Avez-vous examiné la doublure? Caldwell hésita. La doublure? Oui, dit Poirot d'une voix douce. Il faut toujours examiner ce qui paraît purement décoratif. Caldwell jura entre ses dents et fit volte-face. Poirot le regarda partir, puis se tourna vers Hastings. Les questions ont commencé, a-t-il déclaré. Et déjà, les réponses se contredisent. Il se leva en lissant sa veste. Mon ami, nous n'examinerons pas ce qui est dit, mais ce qui est éludé. Car c'est là que la vérité attend patiemment, telle une lettre non encore ouverte. Chapitre 5. Les fausses pistes dans l'après-midi du deuxième jour. Les soupçons à Utré-Grange avaient commencé à prendre de l'ampleur. Ils étaient concrets, orientés, et plus dangereusement encore, l'inspecteur Caldwell, homme robuste et pragmatique, n'appréciait guère les abstractions. Il préférait les mobiles quantifiables, les chronologies précises, et les suspects dont le comportement semblait présumer de sa culpabilité. Et à 3h30, son attention s'était fixée de manière décisive sur un individu, Harold Ashcombe. Le capitaine Hastings s'aperçut de ce changement alors qu'il accompagnait Poirot lors d'une lente promenade dans le parc. Le ciel s'était couvert, la lumière du matin ayant laissé place à un gris plat et oppressant. Les haies d'ifs se dressaient comme de sombres murs qui les encerclaient, et le gravier crissait sous leurs pas avec un bruit légèrement accusateur. « Ils réduisent le champ des possibles trop rapidement, » dit Poirot d'une voix calme, les mains jointes derrière le dos. « Il est toujours tentant de s'arrêter à l'évidence. »« Vous pensez que Gérald est aussi évident ?» demanda Hastings. Poirot esquissa un Soraya. Il est pratiqué, et la commodité Hastings est l'ennemi de la vérité. Leur promenade fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Caldwell en personne, qui s'avança vers eux d'un pas décidé, affichant une satisfaction non dissimulée. « Je viens de parler à mes hommes, a-t-il dit, et au directeur de la banque locale. » Poirot s'arrêta. « Ah? Gérald Ashcombe est endetté, poursuivit Caldwell. Pas ruiné, mais dans une situation délicate. Des pertes au jeu. Chevaux, cartes, un schéma récurrent. » Hastings fronça les sourcils. « Cela ne fait pas de lui un meurtrier. Cela lui donne une motivation, » rétorqua Caldwell. « Un héritage réglerait parfaitement ses comptes. » Poirot inclina la tête. « Vraiment?
Caldwell fronça les sourcils. Le testament de Sir Lionel lègue la majeure partie de ses biens à sa femme, bien entendu. Mais Gérald reçoit une généreuse allocation, ainsi que certains biens en pleine propriété. Fourni, il n'y a pas de... Un scandale, par exemple suggéra Poirot d'un ton neutre. Caldwell acquiesça. Exactement. Et ces lettres, quelles qu'elles soient, pourraient bien en constituer une. Poirot y réfléchit. Et l'opportunité? Il est resté éveillé tard, a déclaré Caldwell. Aucun témoin fiable après 22 heures. Il prétend avoir joué au billard avec Lambert, mais le témoignage de Lambert est vague. Les moustaches de Poirot tressaillirent. Le flou peut être partagé. Caldwell ignora la remarque. Et ce n'est pas tout. Un des domestiques a aperçu Gérald près de la salle à manger peu avant 11 heures. Le regard de Poirot s'aiguisa. Près de la carafe. Hastings ressented UN frisson. Les pièces ainsi disposées formaient une image plausible. Et le poison demanda Poirot. Nous vérifions nos sources locales, a répondu Caldwell. Mais le cyanure n'est pas impossible à obtenir, surtout pour un homme qui a des relations. Poirot acquiesça. En effet, Caldwell le regarda d'un air sévère. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas en désaccord, corrigea Poirot. Je me réserve simplement le droit de juger. Ce soir-là, la tension au sein de la maison atteignit un nouveau paroxysme. Gérald Ashcombe, qui avait jusqu'alors affiché une bravade insouciante, commença à montrer des signes de tension. Il but plus que d'habitude au dîner, son rire était forcé, son regard papillonnait d'un visage à l'autre comme s'il cherchait un allié en vain. Lady Margaret l'observait avec une expression que Hastings eut du mal à interpréter. Ce n'était ni de la peur, ni de la colère, mais quelque chose de plus froid de l'appréciation, peut-être. Mademoiselle Vannes resta imperturbable, bien qu'elle parlât peu. Le docteur Lambert, agité, s'excusait sans cesse pour aller fumer sur la terrasse. Poirot, quant à lui, ne disait presque rien. Il mangeait avec un soin méticuleux, d'une sérénité imperturbable. Seul Hastings, qui le connaissait bien, percevait la tension sous cette apparente quiétude. Son esprit travaillait sans cesse, arrangeant et réarrangeant les faits. Après le dîner, l'inspecteur Caldwell a demandé à Gérald de rester. Le reste de la maisonnée se retira dans le salon, où régnait le silence. Le tic-tac de l'horloge résonnait bruyamment sur la cheminée. Chaque son le crépitement du feu, le bruissement des tissus semblait amplifié. Finalement, Gerald entra. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée. « Eh bien, dit-il d'un ton léger, il semblerait que je sois le méchant de l'histoire. » Lady Margaret se raidit. « Que voulez-vous dire ? L'inspecteur a été très clair sur sa position, répondit Gérald. Il croit que j'ai tué mon oncle. Mademoiselle Vannes leva brusquement les yeux. C'est absurde. Gérald laissa échapper un rire amer. Ah bon ? Dette, opportunité, mobile. C'est très bien fait. J'en suis presque admiratif. Poirot, qui se tenait près de la fenêtre, se retourna lentement. Et que faire ? Toi, dites-moi, monsieur ? demanda-t-il. Gérald soutint son regard. Je dis que je ne l'ai pas fait. Poirot acquiesça. C'est possible. Caldwell entra derrière lui. Nous allons placer Gérald sous surveillance informelle, annonça-t-il, jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Informelle, répéta Gérald. Quel soulagement. Plus tard dans la soirée, Hastings trouva Poirot dans la bibliothèque, assis devant le bureau où les papiers de Sir Lionel étaient encore soigneusement rangés. La lampe à abat-jour vert projetait autour de lui une douce lumière. « Vous ne croyez pas que Gérald l'ait fait » dit Hastings à voix basse. Poirot ne leva pas les yeux. « Je crois que Gérald aurait préféré que quelqu'un d'autre le fasse. Mais les preuves, c'est circonstanciel, » interrompit Poirot. Et soigneusement, il prit un ouvre-lettres et le fit tourner entre ses doigts. « Dites-moi, Hastings, si vous deviez empoisonner un homme dans sa chambre fermée à clé, laisseriez-vous les preuves à l'endroit le plus évident ?» Hastings hésita. « Je suppose que non. »« Non, » acquiesça Poirot. « On dissimule, on n'expose pas. Et pourtant, voilà du cyanure dans le verre de la table de chevet, presque théâtral. Vous pensez que c'était mis en scène ? » « Je pense, » dit lentement Poirot, « que quelqu'un souhaite que l'inspecteur voie Gérald Ashcombe et qu'il cesse de chercher. On a frappé à la porte. Mademoiselle Vannes entra, le visage pâle mais résolu. « Monsieur Poirot, dit-elle, je crois que je dois vous dire quelque chose. » Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Cet après-midi, poursuivit-elle, l'inspecteur Caldwell m'a de nouveau interrogé, au sujet des lettres. »« Et ?» demanda doucement Poirot. « Il croit que Gérald les a pris. » Poirot esquissa un sourire. « Et vous ? » ?»« Non, » a déclaré fermement Madame Vannes. « Pourquoi ? » ?»« Parce que seul Lionel n'aurait jamais permis à Gérald d'y avoir accès. » Poirot se pencha en avant. « Alors qui ? A fait avez-vous accès ?» Mademoiselle Vannes hésita.
Sir Lionel ne faisait absolument confiance qu'à 3 personnes. Sa femme, a dit Hastings. Oui, acquiesça Madame Van. Et vous-même, conclut Poirot. Elle hocha la tête. Et le 3e demanda Poirot. La voix de Madame Van s'est faite plus grave. Docteur Lambert, Poirot se rassit, le regard pensif. Merci, mademoiselle, dit-il doucement. C'est très éclairant. Après son départ, Hastings fixa Poirot du regard. Vous laissez Caldwell poursuivre la mauvaise personne. Poirot sous. Je lui permets de poursuivre, facile homme. Il se leva et commença à arpenter lentement la pièce. Hastings, cette fausse piste n'est pas qu'une simple diversion. C'est une diversion délibérée. Et plus elle est convaincante, plus il devient important de se demander qui l'a placée là. Dehors, le vent se leva, faisant légèrement vibrer les fenêtres. Poirot s'arrêta et regarda l'escalier qui montait vers le grenier, vers la valise vide, vers les lettres qui avaient disparu sans laisser de traces. La vérité, dit-il doucement, ne se trouve jamais là où on la désigne en premier lieu. Elle attend patiemment, jusqu'à ce que la fausse certitude s'effondre sous son propre poids. Et quelque part au sein de Utré-Grange, cet effondrement avait déjà commencé. Chapitre 6. Un indice détaillé le lendemain matin. Une atmosphère subtilement différente s'installa à Utré-Grange. Les nuages s'étaient dissipés, laissant filtrer une douce lumière à travers les hautes fenêtres du salon. Malgré cette apparente tranquillité, les petites cellules grises de Poirot étaient déjà en pleine activité, analysant chaque observation, chaque geste, chaque mot échangé la veille. Hastings, comme toujours, le suivit fidèlement, emportant un carnet pour noter ce que Poirot souhaitait qu'il consigne. « Mon ami, dit Poirot en entrant dans la pièce, c'est dans les petits détails, apparemment insignifiants, que se cache la vérité. Vous verrez. Il suffit d'avoir la patience d'observer attentivement. » Il marqua une pause, scrutant la pièce avec une attention méticuleuse. « Remarquez le tapis. Il est légèrement de travers. Les livres sur les étagères. Certains sont alignés, d'autres non. La cheminée, les cendres n'ont pas été remuées hier. Chacun de ces éléments est un indice. Mais plus important encore, ajouta-t-il en se tournant vers Hastings, observez, personne. À ce moment-là, Lady Margaret Ashcombe entra, une lettre à la main gantée. Elle hésita en voyant Poirot. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, j'ai reçu ceci ce matin. Une lettre des avocats de Sir Lionel. Elle est arrivée par la poste hier soir, mais la femme de chambre ne me l'a remise que maintenant. » Elle la lui tendit. Poirot prit la lettre avec son soin habituel, examinant d'abord l'enveloppe. Elle ne portait aucune marque, hormis la belle écriture de l'avocat. Il la tête à la lumière, inspectant le pli et le sceau. Puis, avec une lenteur délibérée, il l'ouvrit et en lut le contenu. « C'est curieux, dit-il après un moment, que les instructions juridiques de Sir Lionel arrivent maintenant. Elles datent d'il y a 3 jours. Une coïncidence? Peut-être. Mais il y a... Quel détail, Poirot? Le papier a en tête, dit Poirot en tapotant l'enveloppe. Remarquez le filigrane. Ashcombe & Damp, son 1923. Toutes les lettres de cet avocat sont normalement sur du papier crème uni. Sans marque, celle-ci a été... Vous insinuez qu'il s'agit d'un faux? Les yeux sombres de Poirot brillèrent. Je suggère que quelqu'un savait que la lettre devait paraître authentique, mais savait aussi qu'elle ne résisterait pas à un examen trop minutieux. Observez la psychologie. Hastings, un faux de ce genre n'est pas commis à la hâte. Il est délibéré et conçu pour tromper, mais aussi pour démasquer. À ce moment-là, le majordome entra, portant un plateau de thé. Sa main trembla légèrement lorsqu'il déposa la théière. Le regard de Poirot se posa sur lui. « Jenkins, dit Poirot à voix basse, hier, vous avez été chargé d'aller chercher le verre d'eau de Sir Lionel dans la salle à manger pour le laver. Avez-vous remarqué quelqu'un près de la carafe? » Jenkins déglutit. « Non, monsieur. Seule Madame Van est passée, portant des papiers. Mais elle est allée directement au bureau, je l'ai vue. » Poirot acquiesça. « Exactement. Or, le verre contenait du cyanure. Par conséquent, quelqu'un a dû ajouter le poison après que l'eau ait été préparée. » Hastings fronça les sourcils. « Ce n'était donc pas Lady Margaret. » « Pas forcément, dit Poirot. Mais observez, un seul geste en dit plus long que des heures d'interrogatoire. » Il se pencha vers Hastings. « Hier soir, pendant le dîner, Gérald Ashcombe tapotait des doigts d'un rythme très particulier. Pas un simple tapotement. Non, c'était de l'hésitation, de l'impatience, une insistance répétée. Un rythme qui dit « Je sais quelque chose, mais je ne peux pas l'admettre. » Hastings griffonna rapidement. « On peut le déduire du tapotement des doigts? Mais oui, dit Poirot.
comme si c'était une évidence. Le corps, les lettres, les mouvements de chaque suspect, tout cela parle, mon ami. Mais les gestes d'impatience, le léger évitement du regard, le contrôle excessif d'une main, tout cela révèle les intentions bien plus clairement que les mots. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin. Et puis il y a la valise vide. Ah, Hastings, c'est l'indice le plus négligé. Elle est vide, certes, mais son vide est un message. Quelqu'un en a délibérément retiré le contenu, tout en laissant la valise bien en évidence. C'est de la psychologie, pas un hasard. Elle parle « Je n'ai pas peur, j'ai agi ». C'est alors qu'Hastings remarqua un petit détail que Poirot n'avait pas immédiatement mentionné. Une légère tache sur le bord supérieur du rabat en cuir de la valise, une trace comme si les lettres avaient été arrachées à la hâte. « Poirot !» s'exclama Hastings. « Regardez ici !» Poirot se pencha en avant, scrutant la scène à travers son peiné. Ses yeux se plissèrent. « Ah oui, c'est significatif. Observez la trace. On y distingue une trace de cire rouge. Elle n'est pas complètement fixée, mais partiellement fondue. » Hastings fronça les sourcils. « De la cire rouge, comme le sceau du mémorandum de Sir Lionel. »« Exactement, » dit Poirot d'une voix basse et posée. Quelqu'un a enlevé des lettres et ils ont tenté de les refermer. Mais la précipitation les a trahis. Ils ont laissé la trace de leur manipulation minuscule, presque invisible, mais pourtant indéniable pour qui observe attentivement. Il se redressa, lissant son costume avec un soin méticuleux. Hastings, c'est ainsi que les coupables se dévoilent. Non par fanfaronnade ou aveu, mais par impatience, par un geste involontaire, par une petite tâche ou une hésitation. Le poison, la valise vide, la lettre falsifiée, autant d'éléments. Mais le détail dans la cire, mon ami, c'est la clé qui ouvrira tout. Hastings frissonna légèrement. Le meurtrier a donc laissé des traces. Poirot esquissa un sourire, accompagné d'un léger frémissement de sa moustache. Ah, Hastings, ils font toujours ça. Ils sont trop intelligents pour être évidents. Mais les gens intelligents sont négligés dans les subtilités. Et les subtilités, c'est ma spécialité. Durant le reste de l'après-midi, Poirot et Hastings examinèrent chaque recoin de l'aile, notant le moindre détail. L'angle précis des rideaux, l'alignement des livres, la légère décoloration du tapis près du bureau. Chaque indice, aussi insignifiant fouille, semblait revêtir une importance capitale aux yeux de Poirot. Le soir venu, Hastings était épuisé, mais empli d'une profonde admiration. « Poirot, dit-il, je ne sais pas comment vous remarquez tout cela, c'est comme si la maison elle-même vous parlait. » Poirot haussa légèrement les épaules. « Ah, Hastings, cette maison parle à tous pourvu qu'on sache regarder. Et maintenant, avec la cire, la valise tachée, la lettre falsifiée, et cette impatience grandissante, l'énigme commence à se dessiner. Mais il faut attendre, toujours attendre. Demain nous en apprendra davantage. Les coupables ne peuvent pas garder tous leurs secrets éternellement. » Hastings acquiesça, conscient qu'une révélation capitale allait se produire, même s'il ne pouvait pas encore en imaginer toutes les conséquences. Et ainsi, Utrigrange s'enfonça à nouveau dans une nuit inquiète, son silence pesant, ses ombres plus longues et ses secrets plus insistants que jamais. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface le troisième matin à Utrigrange, commença comme tous les autres. Calme, mesuré, d'apparence presque sereine, mais Poirot avait appris depuis longtemps que le calme n'était que le masque du chaos. Le capitaine Hastings, suivant son ami à travers le jardin, remarqua le scintillement de la rosée sur les ifs soigneusement taillés, mais Poirot n'y prêta aucune attention. Son regard était rivé sur les fenêtres de l'aile, où se trouvaient autrefois le bureau et la chambre de Sir Lionel. Hastings, dit Poirot d'une voix douce, une maison comme celle-ci n'abrite pas seulement ses habitants, elle les reflète. Et le reflet révèle souvent des failles là où on s'y attend le moins. Hastings soupira. J'aimerais que ces failles se révèlent plus vite. Nous sommes ici depuis 3 jours, et tout ce que nous semblons découvrir, ce sont des demi-vérités et des zones d'ombre. Les moustaches de Poirot frémirent. Patience, mon ami, la vérité, telle une fleur délicate, ne s'épanouit que lorsque les conditions sont parfaitement réunies. Leur première visite ce matin-là fut chez Madame Eleanor. Elle les accueillit à la bibliothèque, son carnet à la main. Contrairement à la veille, elle semblait mal à l'aise, jetant des coups d'œil vers la porte, comme si elle craignait d'être épiée. « Mademoiselle Vann, » commença Poirot d'une voix douce, « j'ai beaucoup réfléchi aux lettres de Sir Lionel. »« Yes, monsieur Poirot, ils ont disparu, dit-il. Mais quelqu'un a dû les emporter. Dites-moi, y avait-il quelqu'un dans le bureau hier soir, à part votre oncle ?» Elle hésita. « Personne, enfin, sauf Gérald. »« Ah !» murmura Poirot. « Et qu'a-t-il fait, exactement ? » « Je pensais qu'il s'agissait simplement d'une discussion au sujet de quelques documents. »
Poirot hocha lentement la tête. Pourtant, il n'avait aucune raison d'entrer à cette heure-ci, à moins que... Sa voix s'éteignit, il la suivit attentivement du regard. « À moins que quoi ?» a suggéré Hastings. « Poirot esquissa you and Sawaria. » À moins que les documents des lettres, peut-être ne soient d'une grande importance, et que quelqu'un ait cherché à s'en emparer avant que Sir Lionel ne puisse agir. Les yeux de Madame Vann s'écarquillèrent légèrement. « J'y avais pensé, en effet, dit Poirot en se levant. Et maintenant, il nous faut considérer le facteur humain. On ment pour se protéger, pour protéger les autres ou pour tromper. Votre rôle, mademoiselle, est crucial, car vous avez vu des choses que d'autres n'ont pas vues. » Hastings pouvait voir la tension monter chez Madame Vann. Elle était restée calme, presque robotique, mais maintenant il y avait de l'hésitation, un léger changement de posture, une crispation nerveuse sur son carnet. « Très bien, dit-elle enfin. Je suppose que je devrais parler franchement. Il y avait d'autres tensions dans la maison, entre Sir Lionel et Gérald, et entre Gérald et sa tante. » Hastings cligna des yeux. « Lady Margaret ? Oui, répondit mademoiselle Vann. Je ne peux pas tout dire, mais il y a eu des différends financiers, familiaux. Gérald estime avoir droit à davantage. Lady Margaret craint peut-être de perdre de l'influence. » Poirot hocha la tête, les yeux plissés. « Ah, l'intrigue se complexifie, et qu'en est-il du docteur Lambert ? Mais lui et Sir Lionel étaient en désaccord sur certains investissements. Sir Lionel se méfiait de lui. Poirot se tapota le menton. En effet, méfiance, peur, opportunité, tout cela se côtoie sous un même toit, et les lettres, quel que soit leur contenu, menacent chacun différemment. Plus tard dans la matinée, Poirot demanda à s'entretenir en privé avec Lady Margaret Ashcombe. Elle parut calme au premier abord, mais ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle posa sa tasse de thé. « Madame, dit Poirot, il est nécessaire que nous parlions des lettres. » Ses yeux ont vacillé. « Je ne sais rien d'au-delà de ce que mon mari m'a permis de voir. Mais M. Hastings et moi avons perçu des signes subtils qui laissent penser le contraire. Vous étiez pâle hier, vos mouvements, précis, presque délibérés. Vous avez préparé l'eau, vous vous êtes occupé de la maison. Et pourtant votre esprit était ailleurs. Qu'est-ce qui le préoccupe ? » Lady Margaret détourna le regard en se mordant la lèvre. « Il y a des affaires de famille, des affaires qui pourraient nous déshonorer si elles étaient rendues publiques. Mon mari était au courant. » Poirot se pencha en avant. « Et les lettres contenaient certaines de ces informations ?» Elle hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. « Oui, et Gérald ?» poursuivit Poirot. Or-il cherchait à obtenir ces lettres ? Elle le regarda d'un air sévère. « Peut-être, il est ambitieuse et il supporte mal d'être contrôlé par les autres. »« En effet, murmura Poirot. Et le docteur Lambert ? Son intérêt était-il financier, ou quelque chose de plus subtil ? » Lady Margaret serra les poings. Tous deux, ils craignaient que les décisions de Sir Lionel ne lui nuisent. Ah, les gens intelligents laissent des traces ingénieuses, et c'est ce que nous allons suivre. Mobile, opportunité et action. Tout est lié si l'on observe attentivement. Dans l'après-midi, Hastings remarqua un changement dans la maison. Les domestiques chuchotaient avec plus d'urgence, les regards étaient plus perçants et chaque geste semblait calculé. C'était comme si la maison elle-même avait absorbé l'attention de Poirot et la lui renvoyait sous forme de tension. Poirot passa des heures dans le salon, à ranger des papiers, à inspecter une fois de plus la valise vide et à passer en revue chaque alibi avec une précision méthodique. « Écoutez, Hastings, dit l'enfant en ramassant un bout de papier par terre près de la cheminée. Voici un petit détail, un élément négligé, un reçu oublié, daté de la veille du meurtre. Il indique un achat de produits chimiques, du cyanure. » Hastings s'exclama stupéfait. « Mais qui a bien pu acheter ça ?» Poirot tapota le papier. Quelqu'un qui a des connaissances, des contacts et des intentions. Et quelqu'un qui souhaite induire en erreur. La clé Hastings ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans le réseau qui l'entoure. Qui a intérêt à cela ? Qui craint d'être démasqué ? Et qui est assez habile pour manipuler les apparences ? Il se pencha en arrière, les mains jointes. Les mensonges commencent à se dévoiler, Hastings. Mais ce ne sont que des fragments. Nous devons les reconstituer patiemment, comme on assemble un puzzle. Et quand le tableau sera complet, il vous choquera car il est à la fois rusé et cruel. Dehors, le vent agitait les édifs. La maison semblait respirer, chaque ombre recelant une histoire, chaque recoin un secret. Et dans cette observation silencieuse, Poirot ressentit un léger frisson d'anticipation. La vérité était proche et elle parlerait par des gestes, des hésitations, par les subtils frémissements de culpabilité que même les plus intelligents ne pouvaient dissimuler.
Chapitre 8. Le tournant émotionnel. La 4e soirée à Utré-Grange fut différente de toutes les précédentes. Le soleil s'était couché depuis longtemps, baignant la maison d'une douce lueur de lampe et du scintillement occasionnel du feu. L'air y était lourd, chargé d'une anticipation palpable, et même les domestiques se déplaçaient avec une prudence quasi craintive. Le capitaine Hastings, assis dans la bibliothèque à côté de Poirot, ressentit un frisson qui n'était pas entièrement dû à l'hiver qui approchait. « Poirot, murmura-t-il, la tension est insoutenable. Vous la sentez, n'est-ce pas ?» Poirot, assis les mains jointes, les yeux mi-clos par la concentration, hocha légèrement la tête. « Mais oui, Hastings, on n'a pas besoin de télescope pour observer le cœur humain. La peur est palpable, surtout lorsque les coupables se croient à l'abri. » Un bruit soudain les interrompit. Le léger clic d'une porte. Lady Margaret Ashcombe entra dans la bibliothèque, le visage pâle, les yeux rougis. Elle avait visiblement pleuré. « Madame, dit doucement Poirot en se levant, vous êtes en détresse. Veuillez vous asseoir. » Elle s'est laissée tomber sur une chaise, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Pendant un instant, elle est restée silencieuse, fixant le feu comme pour y puiser du courage dans sa lueur vacillante. « Ah, madame, poursuivit Poirot d'une voix douce, il vaut mieux parler que de se taire. Les secrets, comme les incendies, consument silencieusement, mais inexorablement. » Lady Margaret prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas tout vous dire, monsieur Poirot. Je crains que cela ne jette le déshonneur sur ma famille. Mais je dois dire, il faut que quelque chose soit dit. » Poirot inclina la tête. « Oui, parlez librement. Vous êtes de ceux qui souhaitent seulement comprendre et non juger prématurément. » Elle hésita, puis parla d'une voix basse, presque étranglée. « C'est Gérald, mon neveu. Je l'ai toujours soupçonné d'une ambition démesurée. Il désirait plus que je ne pouvais lui permettre. Et Sir Lionel. Mon mari le savait, et il m'a protégé. » Hastings échangea un regard avec Poirot. C'était la première faille, le premier aveu de doute qui dépassait la simple observation. « Continuez, madame, » insista doucement Poirot. « Lady Margaret Sarah Lesmains. Hier, après le dîner, Gérald a demandé à parler en privé à mon mari. Je n'ai pas entendu leur conversation, mais j'ai senti de la tension, de la peur. La voix de Sir Lionel s'est élevée, puis s'est faite plus grave. Gérald est parti d'un calme apparent, mais son regard, je n'ai jamais vu une telle froide détermination. » Poirot tapota sa moustache. « Et les lettres? Gérald était-il au courant ?» Elle baissa les yeux. Il se doutait de quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'il savait, mais il les voulait. Mon mari, il craignait que si Gérald les obtenait, Athénée provisait qu'il les désabtenait. Ses secrets ou ceux de notre famille soient révélés. Gérald avait donc un mobile. Mais est-il passé à l'acte? Lady Margaret frissonna. « Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais hier soir, j'ai entendu des voix. Je suis allé à la fenêtre du bureau. Je pensais pouvoir empêcher quelque chose. J'ai vu Gérald et... ils se disputaient. Je n'ai pas entendu tous les mots, mais j'ai entendu mon mari dire. Cela ne peut pas être permis. Et puis... Et le silence. » Poirot écoutait avec une attention intense, les yeux plissés. Chaque mot, chaque hésitation, chaque tremblement subtil était une nouvelle pièce du puzzle. « Madame, dit-il doucement, vous nous avez donné quelque chose de très précieux, la connaissance de la peur et de l'observation. Vous avez vu l'intention, sinon l'acte lui-même. Et la peur ne ment pas. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. J'aurais aimé agir, j'aurais aimé faire quelque chose. » Poirot posa délicatement la main sur la sienne. « Pourtant, madame, agir sans réfléchir peut être dangereux. Il vaut mieux parler maintenant, avec clarté, que d'agir dans une précipitation aveugle. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau et le docteur Hib Lambert entra. Poirot l'avait convoqué sous un prétexte quelconque. Son expression, d'ordinaire confiante et affable, trahissait une tension palpable. « Monsieur Poirot, dit-il, j'ai reçu votre message. Vous souhaitiez me voir ?»« Oui, » répondit Poirot. « Nous rassemblons des vérités, docteur, toutes petites et apparemment anodines, mais chacune est importante. » Le docteur Lambert se redressa, mal à l'aise. « Je n'ai rien à ajouter. Mon alibi est solide. J'étais dans la salle de billard avec Gérald jusqu'à presque minuit. Le regard de Poirot était perçant. « Ah, mais l'esprit humain est capable à la fois de vérité et d'omission. Avez-vous, par hasard, remarqué quelque chose d'inhabituel ce soir ?» Lambert hésita. « Je ne peux pas dire. Peut-être seulement une ombre. Un mouvement dans le bureau, trop bref pour être identifié. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Une ombre? En effet. Et en avez-vous parlé à l'inspecteur? » « Non, » admit Lambert d'une voix basse. « Je ne pensais pas que c'était important. » Poirot tapota la table du doigt.
Ah, mais les ombres sont importantes, car elles dissimulent souvent des actions que le coupable espère passer inaperçues. Pourtant, elles parlent à l'observateur attentif. Hastings remarqua que les mains de Lambert tremblaient légèrement à un geste subtil, presque imperceptible, mais qui, pour l'œil exercé de Poirot, était significatif. « Docteur, dit Poirot d'une voix douce, vous êtes troublé. Peut-être cachez-vous quelque chose, non par malice mais par peur. Et la peur, mon ami, est très révélatrice. » Lambert serra les mâchoires. Il déglutit, le regard passant de Poirot à Lady Margaret. Finalement, il prit la parole d'une voix basse et hésitante. « J'ai aperçu Gérald près du bureau tard hier soir. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais... je sais pas quoi. Et moi, j'ai peut-être interféré... » Alors quelqu'un d'autre, Poirot acquiesça. « Oui, Hastings, mais notez la portée psychologique. La peur de Lambert est authentique. Il ne s'agit pas simplement d'instinct de survie. Il aperçut l'intention, il n'a pas agi, et pourtant sa conscience est troublée. » Lady Margaret enfouit son visage dans ses mains. « Oh, Lionel !» Si seulement nous avions su. Poirot se pencha en arrière, les observant attentivement. « Nous commençons à percevoir les courants qui se cachent sous les eaux calmes, Hastings. Mensonges, peur, ambition, tout s'entremêle ici. Et sous l'effet de la peur, les coupables ne peuvent se dissimuler entièrement. Leurs gestes les trahissent, leurs hésitations les trahissent. La maison est pleine de secrets, et ce soir, nous en avons entrevu le premier dans toute sa splendeur. » Hastings se frotta le front. « Tout cela est si... complexe, si humain. »« Exactement, mon ami, » dit Poirot, un léger mouvement de sa moustache se dessinant sur ses lèvres. « Le crime est rarement l'œuvre d'un esprit simple, c'est de la psychologie. Et en psychologie, le plus infime tremblement d'un doigt, la plus brève hésitation, la plus infime ombre, valent plus que des pages de témoignages. » Dehors, une rafale de vent faisait trembler les fenêtres, emportant avec elle le parfum des feuilles d'automne et une légère fragrance de rose. À l'intérieur, Utri-Grange avait commencé à livrer ses vérités, pas toutes, mais suffisamment pour laisser présager que la révélation finale, lorsqu'elle surviendrait, serait à la fois bouleversante et inévitable. Chapitre 9. Le piège le 5e soir, à Utri-Grange, fut d'un calme inhabituel. Même le vent qui d'ordinaire faisait trembler les fenêtres semblait s'être immobilisé, comme par anticipation. À l'intérieur, les domestiques se déplaçaient silencieusement, leurs pas amortis par les tapis, leurs chuchotements presque imperceptibles. Consciente de la présence de Poirot et de ses observations méthodiques, la maisonnée se comportait comme sous le regard invisible d'un observateur. Poirot se tenait dans le salon, les mains jointes derrière le dos, les yeux brillants sous la douce lumière de la lampe. Hastings était assis à proximité, essayant de prendre des notes, bien qu'il sentît une tension pesante sur sa poitrine. « Mon ami, dit Poirot d'une voix douce, ce soir nous allons tendre un piège. Non pas un piège de violence, non mais un piège mental, car c'est dans l'esprit que les coupables se trahissent. » Hastings se pencha en avant. « Un piège, Poirot? Mais comment? Nous ne connaissons que des fragments. Les lettres, les mouvements furtifs, la peur de Lambert, les aveux d'inquiétude de Lady Margaret. Que comptez-vous faire ?» Poirot tapota sa moustache. « Patience. Observez les courants subtils dans une pièce, les gestes d'hésitation, le décalage entre les mots et les actions. Ce sont là les fils conducteurs. Hastings. Ce soir, nous allons les démêler. » Il convoqua chaque membre de la maisonnée au salon sous prétexte d'une réunion officielle concernant le domaine et l'enquête en cours. Gérald Ashcombe arriva le premier, d'une démarche mesurée, le regard balayant chaque visage familier. Lady Margaret suivit, s'efforçant de retrouver son calme après l'épreuve de la veille. Le docteur Lambert entra discrètement, le visage pâle, trahissant un malaise malgré ses efforts pour rester calme. Mademoiselle Eleanor Van arriva en dernier, son carnet serré contre sa poitrine, les yeux vifs et calculateurs. Poirot se déplaça au centre de la pièce, son regard les balayant comme celui d'un chef d'orchestre évaluant son orchestre. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'un ton à la fois calme et autoritaire, « nous sommes réunis ici parce que les événements de ces derniers jours ont engendré confusion, détresse et malheureusement et peur que la vérité ne soit révélée. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles se faire sentir. « Chacun d'entre vous, poursuivit-il, a été observé de près. Vos actions, vos gestes et vos paroles ont été enregistrés par mes petites cellules grises. Certains d'entre vous ont dit la vérité. D'autres, des vérités partielles, d'autres encore, des mensonges soigneusement élaborés. » Gérald se remua mal à l'aise, ses doigts tambourinant sur sa cuisse.
Le regard de Lady Margaret se porta sur lui, presque imperceptiblement. Poirot s'approcha de la cheminée et posa une main sur le manteau. Seul Lionel Ashcombe a été assassiné. Le monde opératoire était astucieux, l'occasion soigneusement choisie. Et pour même le criminel le plus méticuleux laisse des traces qui ne sont pas toujours visibles au premier abord. Oh! Mais assurément pour celui qui étudie attentivement la psychologie et la nature humaine. Il se tourna lentement, laissant son regard s'attarder sur chaque personne présente dans la pièce. Ce ne sont ni le poison, ni la valise vide, ni la lettre falsifiée, qui à eux seuls révèlent le coupable. C'est la combinaison de tous ces éléments. Les subtiles incohérences entre le mobile, l'opportunité et le comportement. Hastings vit la mâchoire de Gérald se crisper. Le docteur Lambert serra les poings derrière son dos. Le regard de Lady Margaret se porta à son neveu. L'expression de Madame Vann demeura impassible, malgré des lèvres pincées. Poirot poursuivit, d'une voix désormais douce mais insistante. Considérez ces lettres. Cachées, déplacées, recherchées. Chacun de vous y était lié, il y avait un intérêt potentiel. Pourtant, l'un d'entre vous a agi avec une telle précision, et pourtant, avec une telle négligence, que même les plus petits gestes trahissent la main qui a agi. Il marqua une nouvelle pause, laissant le silence retomber comme un lourd rideau. « Maintenant, dit Poirot, je vais être franc. Quelqu'un a retiré les lettres de Sir Lionel de la valise du grenier. Cette personne savait que leur contenu l'incriminerait, le révélerait ou lui serait profitable. Elle a administré du poison dans un verre placé sur la table de chevet. Et pourtant, elle a laissé des traces. Une tache de cire, une hésitation, le rythme de l'impatience dans ses gestes. Ce sont des indices invisibles pour beaucoup, mais pas pour moi. Poirot, c'est absurde. On ne peut accuser sans preuve. Poirot esquissa un sourire. Monsieur, la preuve ne réside pas toujours dans ce qui est écrit sur le papier. Parfois, elle se manifeste par un tic nerveux, un regard fuyant, des mains tremblantes face à la question la plus simple. Chacun de vous devra répondre à de telles questions. Poirot se tourna vers Lady Margaret. « Madame, vous avez avoué avoir eu peur. Dites-moi, avez-vous vu quelque chose la nuit dernière ?» Elle baissa les yeux. « Que des ombres, que des arguments, je ne peux en être certaine. »« Et docteur Lambert, dit Poirot, vous avez vu Gérald dans le bureau tard dans la nuit. Que cherchait-il » Lambert serre les mâchoires, mais il reste silencieux. Poirot leva doucement un doigt. « Observez tout le monde, il hésite. L'hésitation est un aveu sans mots. » Il s'adressa alors directement à Gérald. « Monsieur Ashcombe, vous étiez dans le bureau. Vous cherchez quelque chose. » Quelle heure que c'était. Gérald rit, mais son rire était dépourvu de tout humour. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Ah, mais vous, c'est pour ça que tu agis comme tu le fais, que tu parles comme tu le fais. Parce que l'esprit, lorsqu'il est menacé, ne peut pas ignorer tous les signaux. Et les petites cellules grises, mon ami, perçoivent tout, même os veins si pencha en avant. Monsieur Poirot, qu'insinuez-vous » Poirot esquissa un sourire. « J'insinue, mademoiselle, que ce soir, la maison elle-même conspire avec moi. Ombre, gestes, hésitation et peur, tout cela est à mes côtés. Et les coupables, quels qu'ils soient, se dévoileront sous la pression. » Il désigna la valise vide. Cet objet n'est pas un simple contenant. C'est un message. Quelqu'un l'a laissé vide délibérément, pensant que son acte passait inaperçu. Mais la trace de cire, la hâte avec laquelle on l'a retiré, les échos psychologiques, tout cela est bien plus révélateur que la lettre elle-même. Hastings se pencha vers Poirot et murmura. « Vous croyez vraiment que quelqu'un va craquer ce soir ?» Les yeux sombres de Poirot étincelèrent. « Mais oui, Hastings !» Les coupables vacillent toujours lorsqu'ils sont confrontés à la vérité dans un miroir subtil. Nous n'avons pas besoin de preuves au sens conventionnel du terme. Nous avons besoin d'observation et de patience. Ce soir, le piège est tendu. Et un à un, ils y tomberont, jusqu'à ce que les fils du mobile, de l'opportunité et de l'action révèlent le visage du meurtrier. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Même le feu sembla s'immobiliser. Uttry Grange, qui avait paru si sereine, vibrait désormais de tension. Chaque battement de cœur, chaque pas, chaque respiration dans cette pièce participait au piège savamment orchestré par Poirot. Maintenant, dit-il doucement, nous attendons. Et dans l'attente, nous observons. Les coupables ne peuvent pas garder leur sang-froid indéfiniment. Le moment viendra, et quand il viendra, la vérité sera indéniable. Hastings frissonna. Cela me semble... inévitable. Poirot se redressa, ajustant sa veste avec une précision méticuleuse. En effet, Hastings, c'est inévitable, car dans le crime comme dans la vie, la vérité finit toujours par éclater. Subtile, patiente et irrésistible.
Et ce soir, mon ami, nous la verrons se dévoiler. Chapitre 10. La révélation. Le lendemain soir, une tension palpable régnait à Utrégrange. Chaque membre de la maisonnée avait été convoqué une fois de plus au salon, sous prétexte de discuter des détails de la succession de Sir Lionel Ashcombe. Mais Hastings et l'inspecteur savaient tous deux, à la lueur subtile dans les yeux de Poirot, que le véritable dessein était bien plus précis. Poirot se tenait près de la cheminée, la posture impeccable, les mains jointes dans le dos. La lumière de la lampe soulignait chaque trait de son visage. La netteté fière et délibérée de sa moustache, l'éclat sombre de ses yeux qui ne trahissaient rien et tout à la fois. Hastings remarqua que l'air semblait vibrer d'attente, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Mesdames et messieurs », commença Poirot d'une voix calme, posée et réfléchie, « nous voici arrivés au moment où la vérité pourra enfin être démêlée de l'écheveau de mensonges, de demi-vérité et de peur qui a obscurci cette maison. Et ce n'est que par un raisonnement rigoureux, guidé par l'observation, que nous pourrons identifier le coupable. » Il désigna d'abord la valise vide, posée bien en évidence sur la table. Cette valise, bien que vide à présent, contenait autrefois des lettres d'une importance capitale. Des lettres que seul Lionel craignait de voir révéler des secrets ou servir à exercer une influence néfaste. Quelqu'un les a délibérément emportées, mais non sans en laisser de subtiles traces. Poirot souleva un coin du rabat de la valise, révélant une légère trace de cire rouge. Remarquez la cire. Elle a été manipulée à la hâte, une piètre tentative de refermer les enveloppes. Seul un observateur attentif l'aurait remarqué. Et seule une personne connaissant parfaitement le sceau original aurait pu tenter une telle contrefaçon. Cela désigne un individu proche de Sir Lionel. Ayant accès aux informations et disposant des connaissances nécessaires, il se tourna lentement vers la pièce. Le poison du cyanure a été administré dans un verre d'eau placé près du lit. Le moment choisi était précis, ce qui laisse supposer une connaissance des habitudes de la maison, des tâches des domestiques et des habitudes de Sir Lionel. Cet acte n'était pas impulsif, il était prémédité. Hastings remarqua que Gérald se tortillait sur sa chaise, que les mains du docteur Lambert tremblaient légèrement et que Lady Margaret se mordait la lèvre, nerveuse. L'expression de Miss Vann restait impassible, bien que son regard fût fixé sur Poirot avec une intensité perçante. Le regard de Poirot se posa finalement sur le docteur Lambert. Et maintenant, le point culminant. Docteur Lambert, vous étiez présent dans la maison ce soir-là, soi-disant pour jouer au billard avec Gérald Ashcombe. Vous avez aperçu des mouvements dans le bureau. Et pourtant, vous n'avez pas tout révélé de ce que vous aviez observé non par malice, peut-être, mais par peur. Peur d'être accusé, peur des conséquences, peur d'être impliqué dans les événements qui se déroulaient. Lambert serra les mâchoires. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Ah, mais ce n'est pas seulement ce que l'on fait qui révèle la culpabilité, docteur, c'est aussi ce que l'on fait. Ne peut admettre et pourtant, les plus petits gestes trahissent la vérité. Votre hésitation, votre évitement, votre posture à la fois prudente et nerveuse, lors de nos entretiens, tout cela parle. Il se tourna vers Gérald. Et vous, monsieur, votre empressement à détourner les soupçons, votre bravade maîtrisée, était censé vous protéger. Pourtant, poursuivez. Votre impatience et vos signaux subtils révélaient que vous étiez conscient de la menace que représentaient ces lettres. Poirot s'approcha de la cheminée et la tapota légèrement. Examinant les lettres elles-mêmes, le mémo de Sir Lionel découvert par Madame Vann avertissait que leur disparition serait un signe de danger. Quelqu'un craignait leur contenu. Quelqu'un a agi rapidement, mais avec imprudence, dans sa précipitation. La trace de cire, le moment choisi et les subtiles secousses psychologiques convergeant tous vers la même conclusion. Il leva un doigt et sa voix se fit tranchante, précise comme un scalpel. Le meurtrier n'est pas celui dont le mobile est évident, ni celui dont les dettes se prêtent à l'accusation. Non, le meurtrier est celui dont la peur et l'observation attentive sont le mieux dissimulées, celui dont la main s'est mobilisée pour faire disparaître les preuves, mais dont le cœur tremblait et dont les gestes le trahissaient. Le regard de Poirot se posa finalement de nouveau sur le centre de la pièce, sombre et inflexible. Dr. Hugh Lambert. Le visage de Lambert pâlit. « Poirot ! Non. Mais oui, dit Poirot d'une voix calme. Vous avez retiré les lettres du grenier. Vous avez versé le cyanure dans l'eau de Sir Lionel, en choisissant le moment où vous saviez que les domestiques ne vous verraient pas. Et vous avez tenté de dissimuler vos actes, espérant que les soupçons se porteraient sur Gérald Ashcombe. Pourtant, dans votre peur, vos petits gestes, vos hésitations, vos tremblements, la vérité s'est révélée. » Hastings sentit son pouce accélérer. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Poirot poursuivit, d'un ton serein et implacable.
Votre mobile était à la fois financier et personnel. Seul Lionel avait découvert que vous aviez manipulé des investissements à votre avantage. Être démasqué vous aurait ruiné. Vous avez agi avec précision, mais vous avez négligé les subtilités qui trahissent l'esprit. Vous avez sous-estimé la finesse de l'esprit, docteur. C'est là votre erreur. Lambert finit par craquer. Il s'affaissa sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. La fragilité humaine nous conduit à l'erreur. Mais une fois la vérité découverte, elle ne peut rester cachée. Et maintenant, docteur, la justice doit suivre son cours. L'inspecteur Coldwell s'avança et posa légèrement la main sur l'épaule de Lambert. Venez avec moi, docteur, c'est terminé. Lambert se leva en tremblant et suivit l'inspecteur, quittant la pièce dans un silence tendu et choqué. Poirot se tourna lentement vers les autres membres de la maisonnée. Voyez-vous, mesdames et messieurs, le coupable est rarement celui que les circonstances semblent soupçonner le plus. Les criminels les plus rusés misent sur la diversion, la peur, les ombres. Mais l'observateur attentif, celui qui prête attention aux gestes, aux hésitations et aux détails découvre tout. Les lettres étaient la clé, la valise l'indice. La trace de cire, le témoin et les coupables n'ont pu se soustraire à une observation subtile. Lady Margaret laissa échapper un léger soupir. « Merci, monsieur Poirot, vous avez tout découvert. » Hastings esquissa un sourire. Une fois de plus, Poirot, les petites cellules grises ont triomphé. Poirot ajusta sa veste, son regard parcourant une dernière fois la pièce. « Oui, Hastings, et que cela vous serve de leçon. L'esprit laisse des traces, le cœur laisse des séquelles. Et la vérité, telle une détective patiente et élégante, attend toujours d'être découverte. » Tandis que la maisonnée se remettait lentement du choc et que les domestiques chuchotaient entre eux, Hastings se tourna vers Poirot. « Croyez-vous que quelqu'un soupçonnera un jour les subtilités qui l'ont trahi ?» Poirot esquissa un sourire, les coins de ses lèvres se relevant avec satisfaction. « Non, mon ami, ils ne verront que la surface, mais pour ceux qui observent attentivement, la vérité est toujours évidente. Et c'est pourquoi, Hastings, les petites cellules grises sont si indispensables. » Le feu vacillait, les ombres dansaient, et Utré-Grange, ses secrets enfin révélés, sembla pousser un soupir discret et réticent. Chapitre 11. La réflexion le lendemain matin de la révélation. Utré-Grange semblait métamorphosé. Les ombres qui pesaient lourdement sur les couloirs, les nuits précédentes, s'étaient dissipées, laissant entrer une lumière pâle et diffuse. Les domestiques se déplaçaient d'un pas plus assuré, sans plus chuchoter de peur, et même le jardin, visible à travers les fenêtres givrées, paraissait plus calme, moins inquiétant. Le capitaine Hastings suivit Poirot à travers le salon, où la valise vide reposait toujours sur la table. Sa présence n'était plus chargée de la tension du secret, mais plutôt le témoignage discret de la résolution de l'affaire. Poirot marqua une pause, ajusta sa veste et scruta la pièce avec la précision méticuleuse qui le caractérisait. Hastings dit doucement, un crime est comme un petit jardin de folie humaine. Chaque plante la peur, l'ambition, l'envie, l'orgueil doit être observé pour comprendre l'ensemble. On ne peut se contenter de regarder les fleurs et d'imaginer l'intention du jardinier. Il faut examiner la terre, les racines et les ombres qu'elle projette. Hastings esquissa un sourire. Et dans ce cas précis, Poirot, le jardinier était le docteur Lambert, mais il semble qu'il n'ait pu dissimuler les secousses du sol sous son masque soigneusement entretenu. Exactement, répondit Poirot. La nature humaine est particulièrement révélatrice dans les subtilités. Le coupable ne peut éliminer l'hésitation, ni effacer le tremblement de sa main, ni dissimuler le vacillement de ses yeux qui trahit sa conscience. On peut tenter de masquer ses intentions par l'habileté, mais l'habileté elle-même exige un effort. Et l'effort laisse des traces qu'un observateur attentif peut déceler. Il s'approcha de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, et contempla le jardin givré. Ce qui me fascine, Hastings, c'est la psychologie du crime. Il ne s'agit jamais simplement de gaie, d'argent ou de biens matériels. Il y a la peur, l'ambition, la jalousie, l'orgueil. Toutes ces émotions s'entremêlent pour former une toile complexe et invisible qui ne se révèle qu'à force d'y prêter attention. Appuyé contre le cadre de la fenêtre. C'est presque poétique, Poirot. Votre façon de voir les choses transforme la maison en un organisme vivant. C'est les gens... Ah, mais c'est là l'essence même de l'enquête. Pour comprendre un crime, il faut comprendre l'humanité. Il faut savoir non seulement ce qu'un homme fait, mais aussi pourquoi il le fait. Et lorsque la peur, l'orgueil et le désespoir s'unissent, même l'homme le plus intelligent laisse une piste à explorer. Or, les petites cellules grises observent tout, Hastings tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible à l'œil distrait. Il se détourna de la fenêtre, lissant sa moustache. Le visage serait, mais résolu. Utré-Grange a été
Instructif. Observez Hastings. Les lettres, la valise, la cire, le rythme de l'impatience dans les gestes, autant de petits détails, presque insignifiants. Et pourtant, chacun recelait la clé de la compréhension d'une vérité plus vaste. Hastings hocha lentement la tête. Et maintenant, la maisonnée peut enfin respirer? Le regard sombre de Poirot s'adoucit. Oui, mais ils doivent se souvenir de ceci. La faiblesse humaine, lorsqu'elle se conjugue à l'opportunité, engendre des conséquences. Et même lorsque justice est rendue, le souvenir de la tension, de la peur, des trahisons subtiles demeure. Il est du devoir de l'observateur attentif de démêler les fils de cette affaire, de voir la vérité telle qu'elle se cache derrière les apparences, et ensuite, de partir discrètement, pour que la vie puisse reprendre son cours. Hastings jeta un dernier coup d'œil autour du salon. Et vous aussi, Poirot, vous partirez discrètement? Poirot esquissa un sourire mêlé de fierté et de satisfaction. Toujours Hastings. On observe, on comprend, on rend justice avec réflexion et attention, puis on s'en va. Car l'esprit doit évoluer, et le monde poursuit son cours, ignorant toutes des petites cellules grises qui l'ont guidé vers la lucidité. Il ajusta une dernière fois sa veste, puis se dirigea vers la porte d'entrée. La lumière du soleil inondait la pièce à travers les hautes fenêtres, illuminant la valise vide et la maison désormais silencieuse. Poirot s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Souviens-toi de ceci, Hastings. La vérité ne crie jamais haut et fort. Elle murmure par geste, par hésitation, par subtilité. Il faut être patient et observer. Et lorsque les coupables se croient à l'abri, la vérité, toujours patiente, finit inévitablement par éclater. » Sur ce, Poirot sortit dans l'air frais du matin, la posture impeccable, l'esprit déjà tourné vers une autre énigme, tandis que Hastings le suivait, carnet à la main, admirant en silence la brillance sereine, mais inexorable de son ami. Uttry Grange, ses secrets enfin dévoilés, semblait respirer d'un calme prudent. La maison et ses habitants se remettraient, les lettres étaient retrouvées, et justice avait été rendue. Pourtant, pour ceux qui savaient regarder de près, de subtiles traces d'ambition, de peur et de fragilité humaine subsistait un rappel que même dans la tranquillité, l'ombre de la vérité n'est jamais loin. Et ainsi, les petites cellules grises, ayant une fois de plus triomphé, le mystère des lettres trouvées dans la valise vide connut son élégante et inévitable conclusion. Chapitre 12. Les conséquences subtiles. Les jours qui suivirent la révélation à Uttry Grange furent, en apparence, calmes. La vie de la maisonnée suivait un rythme régulier. Les repas étaient pris à heure fixe, les domestiques reprenaient leurs tâches avec une efficacité discrète, et Lady Margaret Ashcombe s'efforçait, avec plus ou moins de succès, de rétablir un semblant de décorum dans les salons et les couloirs. Pourtant, sous cette normalité apparente, les séquelles du crime persistaient, tels de faibles échos dans une grande salle. Le capitaine Hastings observa le changement avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Un matin, il se promenait aux côtés de Poirot dans le jardin, le givre scintillait encore sur les haies, tandis que l'air portait la légère fraîcheur d'un hiver persistant. Hastings, dit Poirot pensivement, vous percevez ce que l'on pourrait appeler le calme, mais ce n'est qu'une apparence. L'esprit humain, une fois perturbé par la peur, la culpabilité ou une révélation, ne retrouve pas immédiatement son équilibre. Même les plus brillants, comme le docteur Lambert, laissent des traces non seulement dans leurs actes, mais aussi dans leur humeur, dans leur regard, dans leur subtile façon d'éviter certains sujets. Hastings jeta un coup d'œil en direction de la maison. Croyez-vous qu'ils vont vraiment s'en remettre? Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. Se remettre, oui. Oublier jamais complètement. La mémoire humaine est à la fois clémente et précise. La vie reprendra son cours, les repas se poursuivront, les conversations reprendront, mais sous la surface, les échos demeurent. Et parfois, Hastings, ces échos disent plus de vérité que les déclarations les plus bruyantes. Ils s'arrêtèrent près de l'aile 1, où le bureau était resté fermé à la famille depuis le crime. Le regard de Poirot s'attarda sur la porte. Remarquez, Hastings, que le bureau est resté intact, la valise toujours à sa place, les lettres en lieu sûr. C'est symbolique, certes, mais aussi pratique. La préservation des preuves même maintenant sert de rappel des événements, à la fois pour dissuader de futurs méfaits et pour honorer les conséquences de l'erreur humaine. À l'intérieur, Lady Margaret se déplaçait silencieusement, s'acquittant de petites tâches avec précision. Pourtant, lorsqu'elle passa devant le salon vide où la confrontation avait eu lieu, Hastings perçut une légère pause, une inspiration imperceptible, comme si elle ressentait encore le poids psychologique qui s'y était installé. Miss Van, toujours impassible, passait ses matinées à examiner avec diligence les documents de Sir Lionel. Mais Hastings surprit un bref instant dans son regard. Un regard inquiet, calculateur, et conscient de la fragilité humaine mise à nu lors de l'enquête.
Poirot ramena Hastings dans la bibliothèque, où il déposa la petite trace de cire sur le bureau et l'examina attentivement. Même après avoir manipulé les preuves, Hastings, dit-il, ces traces infimes, presque invisibles, continuent de parler. Il suffit d'observer avec patience, attention et... Vous insinuez que le crime laisse une trace indélébile, définitive? Non, répondit Poirot. Mais cela laisse une empreinte subtile sur la psyché de tous ceux qui y sont impliqués. Lady Margaret a constaté l'ampleur de l'ambition et de la peur. Gérald a été témoin de la suspicion et de ses conséquences. Même Miss Van, si calme d'habitude, comprend désormais que la ruse humaine a ses limites. Et le docteur Lambert? Eh bien, sa conscience restera troublée, longtemps après que les conséquences légales auront été appliquées. C'est le calme après la justice. Hastings parcourut le couloir du regard, remarquant comment la lumière matinale caressait les contours des portraits et le poli des meubles. C'est presque poétique, Poirot. La maison elle-même semble se souvenir. Ah, Hastings, dit Poirot avec un sourire, les maisons sont des réceptacles de mémoire, tout comme les êtres humains. Elles absorbent l'attention, la peur, les vérités subtiles des comportements, et parfois, même longtemps après le départ du criminel. La maison conserve l'empreinte de ses actes, pour ceux qui sont assez observateurs pour l'apercevoir. On frappa doucement à la porte, ce qui les interrompit. Madame Van entra, portant une liasse de papier soigneusement pliée. « Monsieur Poirot, j'ai relu les lettres et le mémorandum de Sir Lionel. Je suis toujours émerveillé par la précision avec laquelle vous avez discerné la vérité. » Poirot inclina la tête. « Ce n'est pas de l'émerveillement, mademoiselle. C'est de l'observation. Les coupables laissent des traces. L'observateur attentif les remarque. Et maintenant, Hastings, la maisonnée peut reprendre ses habitudes, mais les échos du crime influenceront leur comportement, façonnant subtilement leurs actions, leurs paroles et leurs décisions. C'est le pouvoir silencieux de la vérité. Le regard de Madame Van se porta furtivement vers la porte du bureau, et Hastings perçut une tension presque imperceptible dans ses épaules. Même en temps normal, l'esprit ne se pardonne pas facilement ses erreurs d'inattention ou ses oublis, ajouta Poirot. Et la maison, elle aussi, le leur rappelle discrètement, doucement sans un mot. Plus tard, tandis qu'il se dirigeait vers les écuries, Poirot s'arrêta pour examiner le givre sur le gravier. Chaque empreinte laissée par les domestiques, chaque creux dans la terre meuble, semblait parler une langue que lui seul pouvait déchiffrer pleinement. « Observez, Hastings, dit Poirot, même après les faits, la vie continue, mais de petites traces subsistent de subtils rappels. Imperceptibles pour la plupart, que le monde est façonné par chaque action, chaque hésitation, chaque choix. Le crime du docteur Lambert, bien que révélé, laisse une empreinte qui touche tous ceux qui étaient présents. C'est la leçon fondamentale de l'enquête. Les actions ne sont jamais isolées. Elles ont des répercussions. » Hastings acquiesça discrètement, reconnaissant la profondeur de l'intuition de Poirot. « Je suppose que c'est là le véritable rôle des petites cellules grises, n'est-ce pas? Non seulement résoudre une énigme, mais aussi percevoir la subtilité et la persistance de ses conséquences. » Les yeux sombres de Poirot brillèrent. « Oui, Hastings, le travail n'est jamais vraiment terminé. On découvre la vérité, certes, mais on en observe aussi les effets, les répercussions, les ombres qu'elle projette sur le cœur et l'esprit de tous ceux qui y ont participé. Voilà, mon ami, la subtile suite, la vérité discrète mais persistante qui perdure bien après que les événements manifestes se soient achevés. Ainsi, Uttry Grange s'installa dans une harmonie fragile. Le crime était résolu, justice rendue, mais les séquelles psychologiques persistaient. Dans chaque recoin, dans chaque mouvement discret, les traces insidieuses murmuraient des rappels d'ambition, de peur et de la vigilance nécessaires pour naviguer dans la condition humaine fragile. Hastings suivit Poirot hors du jardin, son esprit repassant les leçons de la semaine écoulée. Et Poirot, comme toujours, marchait avec une posture impeccable, les yeux aux aguets, déjà absorbé par la prochaine énigme qui solliciterait ses précieuses cellules grises. Chapitre 13. La véritable valeur des lettres. La matinée était exceptionnellement lumineuse pour un début janvier. La lumière du soleil inondait Uttry Grange par les hautes fenêtres, illuminant les particules de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air et conférant à la demeure une lueur presque irréelle. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, l'esprit de Poirot était toujours aussi vif, passant en revue chaque détail, chaque geste, chaque incohérence apparue au cours de la semaine écoulée. Le capitaine Hastings suivit son ami dans la bibliothèque, carnet à la main, percevant la tension palpable qui régnait. Bien que le meurtrier eût été démasqué, Poirot avait insisté pour relire les lettres elles-mêmes, la correspondance de Sir Lionel qui avait déclenché l'enchaînement d'événements ayant conduit à cette mort tragique. « Monsieur Poirot, dit Hastings,
Nous savons déjà que les lettres ont été recherchées, volées et utilisées pour manipuler la peur. Y a-t-il autre chose à apprendre d'elles? Poirot ajusta sa veste et esquissa un sourire discret et calculé. Mais oui, Hastings, on a toujours plus à apprendre, car le comportement humain ne se résume jamais aux faits superficiels. Les lettres, surtout celles de confiance et de secret, révèlent non seulement des faits, mais aussi des intentions, des désirs et des craintes. Il faut observer non seulement leur contenu, mais aussi leur contexte, leur impact potentiel et la psychologie de ceux qui les convoitent. Il ouvrit la valise vide et fit signe à Hastings d'observer attentivement. Ici, seul Lionel conservait précieusement ses lettres, parce qu'elles n'étaient pas de simples lettres personnelles. C'étaient des instruments de pouvoir, d'influence et de protection. Une seule lettre pouvait ruiner des réputations, bouleverser des héritages et anéantir des façades soigneusement entretenues. Hastings fronça les sourcils. Le crime de Lambert n'était donc pas motivé par un guet purement personnel? Poirot secoua doucement la tête. Non, Hastings, ce serait trop simpliste. Voyez les choses. Le docteur Lambert craignait certes que ses manipulations financières soient découvertes, mais surtout, il redoutait de perdre le contrôle sur la perception qu'en avaient les autres. Ces lettres représentaient l'autorité, le pouvoir et le savoir. Les retirer, c'était s'emparer du pouvoir, et non simplement échapper à la punition. C'est là toute la subtilité des motivations, souvent négligée par ceux qui appréhendent le crime en termes simplistes. Il marqua une pause, ramassant une feuille pliée que les avocats avaient soigneusement mise de côté. Et observait le langage même des lettres. Seul Lionel écrivait avec précision, prudence et une grande finesse psychologique. Chaque phrase était délibérée, conçue pour influencer le lecteur, pour orienter son comportement sans confrontation. C'est pourquoi elles étaient si dangereuses. Mal utilisées, elles devenaient une arme, au sens propre comme au figuré. C'est pourquoi Lambert a agi ainsi. Hastings se pencha en avant, intrigué. L'importance de ces lettres était donc autant psychologique que factuelle. Exactement, mon ami. On ne manipule pas l'esprit par la simple information. On le manipule par la peur, l'attente et le sentiment de contrôle. Les lettres de Sir Lionel, entre de mauvaises mains, pouvaient engendrer l'obéissance ou le désespoir. Lambert l'avait compris, et pourtant dans sa peur, il a négligé les signes subtils qui allaient le trahir. Poirot remit soigneusement les lettres dans la valise vide, remarquant une fois de plus la trace de cire. Chaque lettre, chaque enveloppe, chaque pli portait les traces d'une intention humaine. Même le simple fait de les retirer laissait des indices, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. La précipitation de Lambert, sa peur, son manque de prévoyance, tout cela s'était inscrit dans de petits détails, perceptibles seulement par celui qui observe attentivement, les neurones en éveil. Hastings acquiesça lentement. Et la maisonnée, ils ont maintenant constaté le pouvoir des lettres, même s'ils n'en connaissent pas les détails. Oui, dit Poirot. Ils ont appris que le savoir peut être aussi dangereux que l'action. Ils ont appris que l'ambition et la peur peuvent pousser les hommes à des actes désespérés. Et ils ont appris que la vérité n'échappe jamais à l'observation attentive. Les lettres, en somme, étaient un miroir reflétant les intentions, les peurs et les désirs de chacun dans la maison. Croisa les mains derrière son dos et jeta un coup d'œil à la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres. Et c'est là, Hastings, la véritable valeur de ces lettres. Non pas leur contenu, mais leur pouvoir de révéler l'âme humaine. Voilà pourquoi elles étaient convoitées. Pourquoi le crime a été commis et pourquoi finalement les coupables n'ont pu échapper à la justice. Car la psychologie humaine laisse des traces, aussi prudentes soit-on. Nos petites cellules grises n'oublient rien. Hastings se renversa en arrière,